Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CryptoFort, cette actualité crypto donc numéro 86 déjà. Écoutez, dans un premier temps, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, un bon dimanche et surtout des bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Voilà, première chose. J'en profite également, je continue à vous remercier pour les likes, les commentaires sur les vidéos, vraiment, c'est sympa de votre part, hein, les amis, ça pousse à continuer et c'est vrai que moi ça m'aide, hein, franchement. Parce que voilà, ça prend du temps, c'est vrai, et ça pousse toujours à aller plus loin dans les recherches. Et même pour moi, je suis le premier bénéficiaire, hein, de mes propres recherches au final. Bon, une fois que ça c'est dit, écoutez, le programme d'aujourd'hui, c'est simple, c'est comme d'habitude, hein, c'est d'abord les projets crypto, notamment le Bitcoin. On parlera également du XRP, Ripple, mais aussi de Cardano cette fois. Voilà, je parlerai de ces trois crypto-monnaies-là, parce que les autres projets, il n'y a pas vraiment de nouvelles sensationnelles à dire. Donc on va pas parler pour rien dire. Et ensuite, en fin de vidéo, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, je parlerai des actualités crypto plutôt intéressantes, hein, de cette semaine, ainsi que des actualités économiques, où là, on parlera forcément, hein, du crash qui a eu lieu très momentané, très court terme, cette semaine, sur tous les niveaux, que ce soit la crypto-monnaie, la finance traditionnelle, et on parlera bien évidemment des causes, des conséquences, et notamment du Japon, puisque tout est parti du Japon avec le fameux Kawi Trade, comme on dit, japonais. Donc je vous expliquerai tout ça, mais effectivement, hein, ça donne le ton sur le peu, enfin, le déclencheur quand même a été extrêmement léger, imprévisible, et ce qu'on voit vraiment là, ça souligne l'importance et la faiblesse quelque part du système traditionnel qui peut, enfin, il suffit d'un moindre événement, une moindre brise de vent presque pour tout balayer. Et là, on l'a vu avec le Kawi Trade japonais. Bon, sur ce, écoutez, si vous êtes chaud patate, je vous invite à continuer avec moi, prendre un petit café, un sandwich et vous poser tranquillou, et puis on y va. Donc on va commencer par les ETF Bitcoin Spot et le fameux rapport de Farside Investor sur les ETF Bitcoin Spot. Donc cette semaine, vous le voyez, hein, avec la mise à jour de ce rapport, nous sommes à 17,34 milliards de dollars injectés dans les ETF Bitcoin Spot, ce qui est moins que la semaine dernière. La semaine dernière, nous étions à 17,5 milliards de dollars. Donc on voit que là, cette semaine, ça a été un peu la boucherie, hein, que ce soit sur les marchés traditionnels ou les marchés crypto, puisqu'on a eu des flux sortants plutôt que des flux entrants. Et c'est logique, puisque le Bitcoin a chuté, les marchés traditionnels ont chuté, donc tout le monde a paniqué au niveau des investissements, donc c'est tout à fait logique. Après, là, on voit malgré tout que dans cette démarche d'effusion de sang sur les marchés traditionnels et boursiers et crypto, on a quand même BlackRock qui a gardé quand même son cap, c'est-à-dire que eux, ils sont tout le temps dans le positif. Mais j'ai quand même des doutes parce que je vois des zéros des fois. Alors, je sais pas si c'est Farside Investor qui n'a pas les données, donc qui mettent zéro, ou alors, bon, en tout cas, j'ai des doutes. Certains moments, je me demande s'ils font pas exprès de mettre en avant BlackRock ou quoi. Enfin, voilà. Après, je parle là voilà, mais je me pose la question quand même parce qu'on voit que BlackRock, c'est les seuls qui, à chaque fois, gardent vraiment des flux positifs. C'est très rare qu'ils aient des flux sortants même sur leur EBIT, hein, qui est affiché ici. Bon, quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est que BlackRock garde son avance sur ses autres concurrents et même commence à vraiment prendre de l'avance à une allure quand même assez phénoménale. Bon, allez, je continue toujours sur le Bitcoin. Et là, donc, j'ai un tweet de Plan B que je trouve vraiment très intéressant, qui va être plutôt sur une prise de recul psychologique. Parce que là, on voit que cette semaine, effectivement, ça a été une grosse correction en crypto. Et il y a eu un vent de panique, mais alors monumental. Et avec l'émotion, avec la panique, il y a également la colère des investisseurs par rapport aux influenceurs. Donc, moi, je regarde également les vidéos d'autres influenceurs et j'ai été surpris dans les commentaires de voir les réactions des gens, enfin des personnes qui suivaient ces mêmes personnes depuis longtemps et de voir des commentaires quand même hallucinants en disant comment c'est possible que vous n'ayez pas anticipé cette correction-là. Enfin, c'est presque
les gens s'attendent vraiment à ce que tout ce qui est la gamme des influenceurs, alors quand je dis influenceurs, c'est les personnes avec 80 000, 100 000 abonnés, hein, bien évidemment, à un autre niveau, et qui sont fait exploser. Donc ça, je trouvais vraiment, c'était limite, enfin, c'est pas normal. Pourquoi? Parce que justement, dans le marché crypto, je trouve cette image est parfaite, hein, pour résumer ce que c'est. C'est-à-dire que la majorité des gens déjà pensent que détenir et tenir sur le long terme de la crypto-monnaie ou même autre chose, soit des actions boursières ou de l'investissement traditionnel autre, c'est une ligne droite. Vous avez juste à attendre, à poser les deux pieds sur la table, prendre votre soda, vous mettre les deux mains sur la tête et rêvasser. Mais non, donc c'est pas ça. La réalité, c'est vraiment justement cette réalité-là, c'est ce que vous voyez ici. C'est les montagnes russes émotionnelles en passant par toutes les gamifications, je dirais, et tous les ascenseurs émotionnels possibles. Voilà. Parce que quand ça monte, bien forcément, ça fait plaisir au portefeuille. Quand ça descend, bah, c'est triste. Mais après, quand ça fait des énormes corrections, comme on l'a eu cette semaine, là, c'est la panique. Et donc, c'est pour ça que je dis tout le temps attention à l'émotion. Surtout, ayez une stratégie si vous êtes un investisseur, parce que c'est justement la stratégie qui permet de ne pas être sujet à l'émotion. Et oui, si vous n'avez pas de stratégie et que vous écoutez, et que vous êtes quelque part menotté aux avis d'autres personnes, même mes avis à moi, eh bien ce n'est pas bon. C'est-à-dire que vous pouvez vous informer sur des chaînes comme la mienne, mais avec également d'autres influenceurs, pour peut-être avoir des informations. Mais en aucun cas pour vraiment dépendre d'une stratégie de la part de ces personnes-là et remettre votre destin euh, financier à ces personnes-là. Parce que le seul maître, en tout cas de votre destin financier, c'est vous-même. C'est-à-dire que c'est vous qui appuyez sur le bouton acheter, vendre des actions, des crypto-monnaies, etc. Et personne ne vous met un pistolet sur la tempe. Donc là, au moment où j'étais quand même choqué, c'est de voir sur des chaînes, notamment même Paul Crypto Formation, Yann Darwin ou d'autres, ils se sont fait descendre parce qu'ils n'avaient pas prévu la correction et qu'ils parlaient de crypto-monnaie. Enfin, bah, je trouve ça un peu hallucinant et très facile en fait de se cacher derrière son écran pour ensuite insulter. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment, c'est très humain, hein, bien évidemment, très régulier dans ce genre de cycle haussier-baissier. Donc c'est pour ça que je vous le répète, euh, là on a eu un moins 20%, d'ailleurs c'est dit par Plan B, sur le Bitcoin, ce n'est rien du tout, c'est une correction. Donc encore une fois, mon avis, c'est que nous sommes dans un bear trap, juste avant le décollage de la fusée, hein, sur fin 2024-2025 du Bitcoin et donc des marchés des crypto-monnaies. Mais encore une fois, là je le répète, parce que quand je vois quand même les réactions des personnes qui se défoulent, enfin, et je le répète, je ne suis pas un conseiller financier moi-même, hein, je le dis, je n'ai pas de boule de cristal, personne ne peut lire l'avenir, et surtout vous êtes les maîtres de votre destin, de vos décisions là-dessus. C'est primordial, vraiment. Voilà, donc faites également vos propres recherches en parallèle. Ne donnez jamais le pouvoir de décision à une autre personne, que ce soit un influenceur d'ailleurs, ou autre, hein, que ce soit une autre personne, même d'autres familles, ou voilà. Parce que sinon, vous subirez, voilà, exactement ce qu'ont subi les investisseurs débutants, c'est que quand il y aura une baisse comme ça, vous coulerez, parce que vous vendrez d'ailleurs au pire moment. Ou au contraire, à l'inverse, vous pouvez acheter au pire moment également, c'est-à-dire au moment où ce sera le plus haut. Voilà pourquoi l'émotion, c'est l'ennemi numéro un de tout investisseur qui se veut être plus ou moins professionnel, on va dire. Bon, sur ces bonnes paroles, hein, je continue. Donc, hop, je vais passer maintenant à des articles. Hop, notamment un article de cointribune.com. Donc, Poutine signe la légalisation du minage crypto en Russie. Donc là, on voit que les BRICS sont en train de faire un rétropédalage sur le Bitcoin, parce que je rappelle que la Russie avait commencé à interdire le Bitcoin et le minage sur son territoire. Donc là, on voit que ça fait rétropédalage tout, et forcément, parce que derrière, il y a des impôts à la clé, hein, des taxes à la clé pour la Russie. Donc, vous voyez, après de longues années de tergiversation, la Russie a finalement franchi le pas. Le président Poutine a signé une loi historique légalisant le minage de Bitcoin ainsi que d'autres crypto-monnaies.
dans le pays. Une décision qui pourrait avoir un impact majeur sur l'adoption des actifs numériques. Et en parallèle, alors là, je n'ai pas montré d'article, mais il y a des rumeurs également qui circulent comme quoi la Chine serait prête aussi. Alors, c'est au stade de rumeurs, hein. Je dis bien, voilà, je précise bien que voilà, la Chine serait sur le point de débannir, bon, je ne sais pas si c'est le bon terme, les crypto-monnaies sur son territoire pour, quelque part, peut-être faire suite à l'avis de la Russie hein, sur le Bitcoin. Pourquoi pas? Et ce ne serait pas déconnant dans le sens où si les BRICS veulent de plus en plus se décorréler du dollar, eh bien ils sont en train de mettre en place une monnaie commune et le Bitcoin et peut-être, enfin du moins les crypto-monnaies dans leur ensemble, sont peut-être un sujet sur la table pour justement créer cette monnaie commune des BRICS qui serait en plus adossée à l'or. Bon. Mais pour cela, ben, la Chine devrait commencer par débannir, entre guillemets, ne plus interdire les crypto-monnaies sur son territoire, sinon ce sera plutôt compliqué d'interagir avec d'autres pays en crypto-monnaie, bien évidemment. Voilà. Donc là, pour vous dire que ça bouge quand même pas mal, même au niveau géopolitique sur la crypto-monnaie, avec ce genre de nouvelles. Ensuite, autre nouvelle intéressante, cryptost.fr, la dominance du Bitcoin est à son plus haut niveau depuis avril 2021, malgré la chute des prix. Donc je rappelle que effectivement, en fait, dans les cycles haussiers du Bitcoin, des crypto-monnaies, il y a également plusieurs phases. Le début, à chaque fois, hein, au niveau historique, à chaque début de cycle bull run, c'est-à-dire de cycle de montée des prix du Bitcoin, des crypto-monnaies, le Bitcoin a toujours une dominance très élevée. Et quand on parle de dominance, ça veut dire de quantité, de transactions, de prix par rapport aux autres crypto-monnaies, c'est-à-dire les altcoins. Et donc quand on dit que la dominance du Bitcoin est à son plus haut niveau depuis avril 2021, ça veut juste dire que le Bitcoin en fait est bien plus attractif quelque part aujourd'hui que les altcoins. Et d'ailleurs on le voit puisque au niveau des prix, on voit que le Bitcoin a plus ou moins gardé, je dis plus ou moins, son range entre 70 000 et 55 000 dollars, alors que les altcoins, eux, ils sont effondrés dans le même laps de temps et ils ont subi chaque baisse du Bitcoin dans ce même range. Donc aujourd'hui, le Bitcoin, si lui, il a perdu au total peut-être 30% depuis son plus haut, son ATH qui a atteint en début d'année, ben les altcoins, eux, en moyenne, ont perdu entre 70 voire même 80% par rapport à l'ATH qu'ils avaient atteint en début d'année 2024. C'est pour ça qu'on dit que la dominance du Bitcoin est vraiment assez élevée, même au plus haut niveau, hein, depuis avril 2021. C'est-à-dire quasiment depuis le dernier premier ATH du dernier cycle. Bon, voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais voilà. Donc c'est très intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes aussi dans la même configuration que le dernier cycle haussier du Bitcoin, c'est-à-dire que là, on est dans le début, c'est un autre indicateur qui implique qu'on est dans le début du cycle haussier sur les crypto-monnaies, encore une fois. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup d'indicateurs. Après, bien évidemment, je répète, bien sûr, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement. Vous devez faire vos propres recherches, très important, hein. Et je dis en toute humilité, moi, je ne vois pas l'avenir. Donc, voilà. Je pense que c'est important de le redire quand je vois ce qui se passe sur les autres chaînes. Bon, voilà, donc ce sera tout pour le Bitcoin aujourd'hui, hein, les amis. Je vais passer directement au prochain projet crypto, c'est-à-dire le XRP avec la société Ripple. On a déjà une nouvelle très intéressante, c'est que là, voilà, vous voyez, je suis sur le tweet officiel de l'entreprise Ripple, et donc qui annonce qu'elle est en train de tester son stablecoin qui s'appelle le RLUSD, comme ils le disent. Donc ils sont excités de partager le fait que le stablecoin RLUSD est désormais en test bêta, donc privé bêta, sur le XRP Ledger et même sur le réseau principal de Ethereum. Donc vous voyez, ce sera même un stablecoin, ce sera à la fois sur le XRP Ledger, donc la plateforme de XRP, mais également sur le réseau principal de Ethereum. Donc vraiment intéressant quand on sait évidemment, hein, les volumes de transactions présents sur Ethereum. Donc, ils disent cependant, hein, toutefois, que le RLUSD n'a pas encore reçu l'approbation de la part de la régulation et qu'il ne sera pas encore disponible, de toute façon il est en test, pour tout ce qui est le trading et les achats en stablecoin. Donc, faites attention après
évidemment aux scammers qui vous proposent d'acheter ou de vendre du stablecoin RLUSD puisqu'il n'est pas encore disponible. Voilà, donc la première information, on sent que là c'est imminent pour la sortie du stablecoin de Ripple. Je continue toujours avec le XRP et Ripple, cette fois avec un tweet de Brad Garlinghouse, donc qui fait référence cette fois directement au procès qui fait où il y a eu la confrontation entre Ripple d'un côté et la SEC, c'est-à-dire le gendarme boursier américain de l'autre, depuis quand même des années. Ça fait au moins 4-5 ans que le combat dure. Et donc là, que dit Brad Garlinghouse, que je rappelle le PDG de Ripple, il dit que la SEC a demandé une amende de 2 milliards de dollars donc, à Ripple, et donc la juge, c'est-à-dire le tribunal, a réduit cette demande de 94%, reconnaissant le fait que, bon, c'est vraiment trop, quoi. Voilà, donc, bien sûr, il dit, nous respectons la décision du tribunal, bah, forcément, ils sont contents, puisqu'ils passent de 2 milliards d'amende à 125 millions de dollars, pour être précis. Donc, voilà, c'est une victoire, selon lui, pour Ripple, et également pour, en fait, l'ensemble du marché crypto, entre guillemets. Et je vous montre un petit article qui va avec, de cointribune.com, crypto, donc Ripple a gagné une bataille, mais la guerre contre la SEC est loin d'être finie. Donc effectivement, c'est quand même assez phénoménal ce qui se passe, c'est que avec cette amende qui va être donc payée quand même par Ripple à la SEC de 125 millions de dollars, mais bon, Ripple a largement les moyens de se payer cette amende, eh bien, normalement, le procès doit être clôturé. Voilà. Donc là, ça va dépendre maintenant. Donc là, pourquoi l'article de Cointribune indique que la guerre contre la SEC est loin d'être finie? C'est dans le cas où la SEC ferait appel. Donc effectivement, il reste une dernière carte à jouer pour la SEC, c'est de faire appel donc, de cette décision de la juge. Mais bon, on va voir. Donc il y a déjà des rumeurs comme quoi la SEC aurait décidé de ne pas aller plus loin. Mais je répète, c'est des rumeurs, donc il ne faut pas les prendre pour argent comptant tant qu'il n'y a pas de déclaration officielle de Ripple ou même de la SEC de l'autre côté. Mais en tout cas, on a quand même encore un risque pour faire durer ce procès interminable une année de plus, pourquoi pas, c'est que la SEC fasse de nouveaux appels pour essayer de gagner un peu plus d'argent, voire même beaucoup plus d'argent. Donc, les dés sont quand même, je vous dis, restent en l'air. Malgré tout, le procès n'est pas encore définitivement soldé. Attention, parce que quand je vois que le XRP a pris 20% dans la vue, je me dis que les investisseurs n'ont peut-être pas forcément compris que le dossier SEC Ripple n'était pas totalement clôturé définitivement. Donc attention à ça, je vous le dis. Après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, pour le reste. Bon. Allez, je continue cette fois avec prochain projet. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, c'est Cardano. Avec notamment un tweet de Tobias Ilskov où justement il est fait allusion au projet, enfin sous-projet Hydra parmi le projet Cardano. Donc je rappelle que le projet Hydra, qu'est-ce que c'est dans Cardano? C'est la volonté de créer une interface qui permettrait en fait de donner une scalabilité vraiment presque infinie à Hydra. Donc avec une résolution technique vraiment à toute épreuve et qui défierait toute la concurrence à un point jamais vu puisque Hydra vise quand même les 1 million de transactions par seconde. Pour donner un ordre de grandeur, le Bitcoin, lui, reste à 10 transactions par seconde. Voilà, pour donner un ordre de grandeur. Donc là, si Cardano arrive à mettre en place ce sous-projet avec 1 million de transactions par seconde, même Ethereum qui, avec sa nouvelle mise à jour, vous savez, est passé sur un domaine plus scalable, eh bien, on reste à 100 000 transactions par seconde théorique, quoi. Ah, vous voyez que donc là, le projet Hydra, vraiment, irait très loin. Et donc, la dernière nouveauté sur ce sous-projet Hydra, eh bien, c'est qu'il soit allé encore plus loin. Donc là, il dit, donc le projet Hydra avec la nouvelle mise à jour va permettre en fait tout simplement à chaque tête d'Hydra, donc c'est pour ça qu'ils ont appelé le projet Hydra, c'est que dans leur schéma, en fait, quelque part de construction de leur projet, c'est qu'ils voient ce sous-projet comme une tête, donc un dragon quelque part, une tête, et chaque tête, en fait, aurait la possibilité de gérer jusqu'à 1000 transactions par seconde. Sauf que vous connaissez Hydra, eh bien, vous pouvez avoir une multitude quasiment infinie de têtes,
du moment où vous lui copiez pas la tête, quoi. Sinon, ça repousse en deux têtes, jusqu'à l'infini. Mais bon, heureusement que c'est pas le même cas ici, parce que sinon, là, on a des questions à se poser quand même au niveau... Bref, voilà. Mais en tout cas, pour vous dire que le principe est là, c'est qu'ils peuvent créer un nombre de têtes, peut-être, alors ça je sais pas, c'est peut-être indéfiniment, mais en tout cas, chaque tête, voilà, euh, pourrait également, c'est là où c'est intéressant, prendre en compte le fait que les fonds qui seraient retirés sur chaque tête de Hydra, ce qu'ils disent, hein, euh, eh bien, il n'y aurait pas besoin de faire un restart, c'est-à-dire de réinitialiser la tête, c'est-à-dire le programme dans la blockchain, quoi, entre guillemets, le parallèle. Donc là, ce serait une nouveauté quand même assez incroyable, dans le sens où au final, c'est ça, on a une scalabilité désormais infinie en fait sur le projet Cardano. Donc s'ils arrivent à aller vraiment au bout de ça, ça propulsera le projet Cardano à un niveau number one au niveau technique, hein. Clairement, il y aura pas d'équivalence, c'est sûr et certain. Bon, donc voilà où en est le projet Cardano. Alors j'ai un petit article hein, pour venir bien évidemment vous prouver la chose. Donc là j'ai un article de Crypto DNES, donc Cardano avec une mise à jour majeure de sa solution de mise à l'échelle Hydra. Vous voyez, c'était au 9 août 2024. Donc après, je trouve que c'est dommage quand même qu'ils aient appelé le projet Hydra, parce que ça fait vraiment au niveau moralité, bon, c'est un détail, hein, je veux dire, mais bon, je trouve que c'est dommage qu'ils l'appelaient comme ça, ils auraient pu l'appeler le dragon blanc, j'en sais rien moi. Mais bon, voilà, bon, si je chipote, hein, désolé, mais... Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour le projet Cardano, puisque bon, ça va, je pense, faire taire un petit peu tous les anti-Cardano ou tous les haters là qui ne croyaient pas vraiment au projet. Bien évidemment, si on va au bout, mais là c'est bien parti quand même pour aller au bout, puis en plus il y a une autre mise à jour qui a été effectuée, enfin, j'en parle plus en détail, mais là aujourd'hui on va aller plus loin quand même, on va passer à la suite. Bon, donc cette fois, je vais passer aux actualités crypto en plus général, notamment avec, hop, premier petit article, comme vous pouvez le voir ici, de Cointelegraph France, et notamment le marché des stablecoins. Donc là, avec la loi MiCA, donc de 2025, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, ça y est, hein, ça se précise. Donc là, le marché des stablecoins en euros s'envole sous l'égide du MiCA, donc des sociétés fintech françaises et irlandaises sont associées pour lancer une stablecoin adossée à l'euro. Donc ce serait le EURC, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Donc le coin sera lancé sur la blockchain Stellar un mois après l'entrée en vigueur de la législation MiCA sur les stablecoins. Donc quand même, c'est assez étonnant donc, de voir ce qui se passe en Europe. Donc pas tout le monde est content, hein. Et même le PDG de Tether, on va en parler. Je vais vous montrer le prochain article. Hop, cette fois cryptost.fr. Tether, la société émettrice de l'USDT, va doubler ses effectifs. Donc Tether, voilà, l'émetteur du stablecoin USDT, prévoit de doubler ses effectifs d'ici la mi-2025 avec ses bénéfices records que j'avais montré la semaine dernière. Que compte faire la société de stablecoin le plus capitalisée du marché des crypto-monnaies? Écoutez, je vais vous le dire déjà, parce qu'on a la réponse, on a eu en parallèle en fait une interview du PDG de Tether, donc Aduano, qui lui a dit que la régulation MiCA exigeait plus de moyens déjà de la part des entreprises de type émettrice de stablecoin, mais surtout, il n'est pas forcément optimiste en fait sur... c'est là que ça qui m'a étonné, c'est le contraste est fort, parce qu'ils ont un chiffre d'affaires qui est en train d'exploser, Tether, ils sont en train de doubler leurs effectifs, mais en même temps, ils sont en train de dire, bon, le PDG en tout cas, que la loi MiCA va peut-être créer une crise bancaire systémique. Donc c'est pour ça que c'est assez étonnant. Et effectivement, ce qu'il dit dans son interview à Douaneau, c'est que comme en fait les autorités avec la loi MiCA exigent que toutes les entreprises émettrices de stablecoin aient des réserves et surtout investissent dans les banques, donc les banques commerciales entre guillemets traditionnelles européennes pour avoir leurs fonds qui soient vraiment garantis par ces banques-là, eh bien, ils disent que s'il y a un problème
avec une crise bancaire majeure en Europe, eh bien eux, Tether et les entreprises de type comme Tether en crypto seraient également concernés par cette banque, par cette crise systémique, ce qui serait vraiment un, un paradoxe énorme quand on sait que la crypto-monnaie est censée être découplée des banques traditionnelles, de la finance traditionnelle. Donc là, on voit, si on lit entre les lignes, c'est en fait que dit le PDG de Tether, c'est qu'il dit que là, en fait, la loi MiCA, c'est un peu le cheval de Troie qui permet de coupler et de forcer les entreprises comme Tether à être adossées quelque part au sort de la finance traditionnelle et des banques, surtout commerciales traditionnelles. Donc ça, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas forcément vu venir, mais c'est vrai que c'est un coup de maître hein, de la part de ces gros, je ne vais pas être vulgaire, mais décisionnaires de l'Europe sur cet aspect-là, puisqu'ils sont en train en fait de tuer la décentralisation, clairement, hein, au niveau également des stablecoins. Donc là, ça vaudra le coup, attention du coup, aux stablecoins EURC, et tous les stablecoins qui vont être indexés à l'euro, faites attention en sachant que si un jour il y a une banque, il y a une crise bancaire systémique en Europe, ça va forcément entraîner en fait les stablecoins comme Tether, etc. Voilà, puisque les banques commerciales n'auront pas les moyens de rembourser les fonds des entreprises comme Tether et compagnie en euros. Bien évidemment, parce que ce sera que l'euro qui sera concerné. Voilà où on en est. On peut remercier vraiment encore l'intelligence absolue de nos gouvernants européens qui, chaque jour, hein, rappellent un peu plus leur intelligence subliminale. Bon. Allez, je continue, toujours sur l'actualité crypto plus générale. Donc cette fois, de journalducoin.com, ETF Solana après la Suisse et maintenant au Brésil d'avoir le sien. Donc là, on voit que ça y est, Solana est en train également d'être propulsé au rang d'ETF sur le marché mondial. Donc pour l'instant, c'est très localisé, hein, donc Suisse, Brésil, mais il y a de fortes chances que si il y a du succès, eh bien ça atteigne évidemment le marché boursier asiatique et américain. Donc ça rejoigne un peu l'euphorie des ETF Bitcoin, ETF Ethereum dans une moindre mesure, et puis là en fait on a la boîte de Pandore qui est ouverte, hein, parce que si Solana, ça y est, est en mode ETF, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas un jour les ETF XRP et ainsi de suite pour les crypto-monnaies. Donc ça y est, on voit de plus en plus que effectivement la finance traditionnelle est en train d'absorber quelque part le marché des crypto-monnaies sur ce point de vue-là. Bon, alors après, attention à Solana, puisqu'il y a un autre article, alors je ne l'ai pas montré là, mais qui fait référence au fait que 65% des transactions sur Solana sont en échec. Donc on voit que Solana, c'est un très bon projet, hein, bien évidemment, attention, hein, je vais me faire insulter par les fans de Solana, mais n'empêche que dans les faits, effectivement, 65% des transactions sur Solana sont en échec. Donc Solana a encore du boulot hein, pour rattraper un petit peu ça. Et puis il y a toujours des pannes quand même sur Solana, donc c'est quand même une blockchain qui a des gros problèmes au final au niveau de ses sources, donc code source. Donc bon, après ça va être résolu, hein, mais ça fait attention quand même sur ce point de vue-là. Bon. Allez, je continue. Cette fois, je vais passer aux actualités économiques plus générales. Et là, on va forcément commencer par parler de la tempête boursière. Hein. Effectivement, c'est le bon terme, je pense, repris par Les Échos. Ouais, c'est un article de Les Échos. Carry Trade, la stratégie par laquelle le chaos est arrivé. Donc, à l'origine de la tempête du 5 août sur les marchés internationaux, la stratégie du carry trade, c'est-à-dire le portage, qui est une passerelle entre les taux levés et les taux bas. Alors, je vais vous expliquer ça plus en détail, en fait, a causé hein, donc, le choc, l'onde de choc et les pertes pour ceux qui croyaient avoir trouvé une martingale. Donc là, évidemment, si vous ne savez pas ce que c'est le carry trade, bon, on parle chinois, hein, clairement. C'est pour ça que je vais vous expliquer ce que c'est le carry trade. Donc, hop, je vais vous montrer un petit article hop, de zonebourse.com. Donc, qu'est-ce qu'est le yen carry trade? Parce que faut faire la différence. Donc là, il parle du yen carry trade parce que ça s'est passé au Japon et que la crise est venue justement du Japon. Mais le simple carry trade est une stratégie mise en place par des investisseurs qui vise à investir sur des monnaies ayant des faibles taux d'intérêt. Donc notamment en ce moment, il ne faut surtout pas investir sur l'euro
ni sur le dollar, il ne faut pas en acheter, puisque nos taux d'intérêt mis en place par nos banques centrales, c'est au moins 4% en Europe, et aux États-Unis, c'est dans l'ordre des, pareil, 4-5%. Voilà. Donc, le principe du carry trade, c'est d'acheter des valeurs, des monnaies fiat, ou dans des zones où il y a des taux d'intérêt très bas, voire même négatifs, pour pouvoir ensuite convertir quelque part ces achats en monnaie fiat en d'autres actifs qui, eux, dans une zone où ont des taux d'intérêt bien plus élevés. De façon à avoir déjà... En fait, c'est une sorte de portage, si vous voulez, d'actifs qui vous permet, lors du portage, lors du trade, de déjà faire une plus-value. Et en plus de bénéficier, parce que quand vous achetez des actifs avec des taux d'intérêt élevés, vous avez des rendements également derrière, des intérêts justement plus élevés. Donc c'est un peu le double combo, quelque part, d'investir dans le carry trade. Or, pourquoi donc il y a eu quelque chose qui s'est passé au Japon? C'est parce qu'il faut rappeler que le Japon, c'est un des rares pays occidentaux, voire même le seul, je pense, qui a gardé ses taux d'intérêt très bas, donc notamment à 0% pendant très longtemps, hein, et dont le yen est en train de s'effondrer. Donc ça, c'est très avantageux pour les investisseurs d'investir dans ces actifs-là pour ensuite, par exemple, acheter du dollar avec une zone, une juridiction où les taux d'intérêt sont bien plus élevés qu'au Japon. Voilà. Sauf que là, ce qui s'est passé cette semaine, eh bien, ça a été l'inverse, puisque je rappelle que la Banque centrale du Japon, cette semaine, a relevé ses taux d'intérêt de 0,25 points, une première depuis très longtemps. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette stratégie-là a fait remonter la valeur du yen. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour les investisseurs qui avaient acheté du yen pour ensuite les convertir en dollars? Eh bien, ils ont été forcés par leur courtier, en fait, de doubler, d'augmenter leur mise en yen, de base, en fait. Et donc, résultat, eh bien, tous les investisseurs étrangers qui avaient adopté cette stratégie du carry trade, du yen carry trade, ont dû racheter du yen en masse pour pouvoir, en fait, ne pas se faire liquider leur position derrière. Résultat, ça a engrangé une montée en fait des prix du yen, parce que plus les investisseurs achetaient du yen, plus ça a fait monter la valeur du yen, et plus les courtiers demandaient les appels de marge en fait pour sécuriser les positions. Donc ça a été la boule de neige. Résultat, ça a été l'effondrement en fait derrière du carry trade, puisqu'on s'est retrouvé avec un carry trade qui n'était même plus avantageux au final pour les investisseurs. Donc ça a été même l'inverse, c'est-à-dire que si vous utilisez le yen carry trade, eh bien vous étiez en négatif si derrière vous utilisez cette conversion-là pour aller en dollars ou en euros ou autre. Voilà ce qui s'est passé. Et donc ça a provoqué l'effondrement en fait derrière du système traditionnel. Enfin, pas Nixel, donc bien sûr le Nikkei s'est effondré, donc a perdu 11% en une journée. Donc le Nikkei c'est la bourse du Japon. Et ça a contaminé derrière, à travers ça, toutes les autres bourses mondiales sur la planète. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça a été vraiment la crise du Japon qui a causé derrière le balaiement qu'on a connu au niveau mondial. Tout est rentré dans l'ordre, à peu près, hein. On ne peut pas dire que c'est rentré vraiment dans l'ordre parce que le yen, là, commence, malgré tout, continue de shooter, hein. Là, on a subi vraiment un mini-choc, quoi. Mais sur le fond, on est toujours en macroéconomique dans la crise. Bon. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir qu'un tout petit détail, c'est-à-dire relever des taux d'intérêt de 0,25 points d'une banque centrale, ça a failli couler le game, quoi. Voilà. Donc, pour vous dire un peu la fragilité du système dans lequel nous vivons au niveau traditionnel, c'est assez phénoménal. Donc, il suffit de pas grand-chose, en fait, pour mettre le faux poudre. Et on a eu un avant-goût, je pense, avec ce fameux yen carry trade. Bon. Donc je vais continuer hein, avec d'autres articles à vous montrer, notamment un avec, hop, donc Le Figaro, c'est pas fini, hein, dans le bazar. Ça, par contre, on entend plus inquiétant, on n'a pas entendu parler. On n'en parle jamais, enfin, moi je l'ai pas vu passer dans les infos. C'est l'insolvabilité d'un assureur vie luxembourgeois, faut-il craindre pour son épargne? Donc là, effectivement, il y a eu en fait un assureur vie luxembourgeois, hein, très bien dit, qui a fait faillite, donc au Luxembourg.
Et donc, bien, les assurances vie des épargnants, en fait, sont forcément hein, mis sur la select. Donc, ça rappelle énormément le fait qu'aujourd'hui, le système traditionnel est vraiment quelque chose de bancal, hein, parce qu'il y a 10 ans, jamais de la vie, on aurait pu penser que les assurances vie, ça pouvait être dangereux, clairement. Et pourtant, puisqu'on voit que là, même eux, même les assureurs vie, sont en train de couler, enfin certains. Et en plus, c'est là où c'est le plus étonnant, c'est que je rappelle que le Luxembourg, c'est un des rares pays en Europe à garder son niveau de notation en triple A. Et je crois qu'un des rares pays, après, à côté de l'Allemagne, à avoir gardé sa note triple A au niveau de la dette. Donc, résultat, alors, les épargnants vont pas trop souci à se faire, parce que justement, le Luxembourg va pouvoir venir en aide, notamment aux personnes qui sont lésées, et notamment à l'assureur vie, qui sont une solidité économique à toute épreuve. Mais si ça arrive en France, par exemple, ben, ça, faut même pas compter sur le fait que l'État puisse nous aider, parce que nous, on n'est même pas en triple A, on est en double A-, déjà. Et en plus, on n'a pas les moyens de venir solder ou résoudre ce genre de problème. Parce que là, on parle quand même de 30 000 épargnants. Donc ça peut aller très vite si vous avez des chiffres derrière, 1 million et plus, hein, parce qu'en général, en plus, le Luxembourg, voilà, hein, on s'est compris, c'est pas pour mettre 3 euros, quoi. Si les épargnants, c'est pas pour mettre 3 euros qui vont au Luxembourg, notamment, même pour les Luxembourgeois, hein, je rappelle que le Luxembourg, c'est quand même assez, il y a un bon pouvoir, le coût de la vie est assez élevé là-bas, d'après ce que j'ai compris. Donc bon, voilà. Mais pour vous rappeler que effectivement, là, on est dans un cadre où le système traditionnel, on a des signaux quand même, hein, se porte pas au meilleur de sa forme, même à ce niveau-là. Bon, donc après, quand je reprends derrière, par exemple, les prix du baril de pétrole, donc là, on voit que ça passe, hein, on est même sur une tendance à la baisse, donc c'est plutôt bon signe ça pour l'inflation. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle. Le cours de l'or, lui, continue de stagner, lui s'en fout, l'or il s'en fout, il continue d'être à des niveaux quand même assez élevés, donc au-dessus des 70 000 euros le kilogramme 24 carats. Donc bon, bah écoutez, ça rappelle tout ça, encore une fois, que, bon, j'en viens à la fin de la vidéo, hein, que, bon, les solutions à la chute du système traditionnel, c'est toujours les mêmes. C'est en premier lieu l'or, l'argent physique. En deuxième lieu, peut-être, pourquoi pas, le Bitcoin et les altcoins, mais surtout le Bitcoin dans les crypto-monnaies. Et encore, on n'est pas sûr, parce que quand on voit qu'il y a une chute à la fois des crypto-monnaies en lien avec la finance traditionnelle, eh bien on voit qu'il y a une certaine corrélation. Et que cette corrélation risque d'être de plus en plus forte, peut-être au fur et à mesure du temps, puisqu'on voit qu'avec les ETF, mais même la loi MiCA en Europe, on voit que le marché des crypto-monnaies est de plus en plus corrélé, du coup, et fusionné même au marché traditionnel. Donc, attention là-dessus. Voilà. Et après, bien évidemment, si vous avez du cash, acheter une maison et faire votre potager et tout, bah, je pense que là, ce sera le combo parfait hein, là-dessus. Voilà, et les actions, bien évidemment, les actions, je vous invite à faire très attention. Personnellement, aucune action, parce que je pense que ça va être vraiment le premier secteur qui sera touché en cas de crise majeure. Voilà. Bon, sur ce, bah, écoutez, voilà, j'espère que vous avez vous avez pris pas mal d'informations, que ça vous a appris des choses dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire également des idées de vidéos, si vous voulez que je fasse des vidéos particulières. Donc j'essaye de le faire le samedi, c'est le dimanche, pardon. C'est le seul moment en fait où je peux vraiment faire des vidéos. Donc je n'ai pas trop le choix. En semaine, c'est impossible. Et voilà, donc n'hésitez pas quand même à me donner des idées, je puisse préparer peut-être pour le dimanche, je sais pas, à voir. Sinon, bah écoutez, je vous invite à passer de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances toujours, à prendre soin de vous surtout, et également à rester fort mentalement, même dans les baisses du marché crypto, parce que c'est là, en fait, que tout se joue, hein, que là qu'on voit le mental des guerriers, et surtout la préparation, la stratégie d'entrée-sortie
de ces investissements, c'est là où justement vous êtes les plus forts, les poteaux. Voilà. Pas mieux à dire, hein, je pense là-dessus. C'est le mental qui va faire la différence entre ceux qui vont échouer et ceux qui vont en fait, finalement passer à la ligne d'arrivée, que ce soit sur les marchés crypto, mais autres, hein. Là, je parle vraiment sur l'ensemble des choses. C'est vraiment réfléchir avec sa tête, son cœur et surtout pas avec ses émotions là-dessus. Toujours comme d'hab, hein. Bon, sur ce, bah, écoutez, je vous fais la bise, je vous dis à bientôt. Ciao.